Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture dans un format un peu particulier puisque la plupart des livres que j'ai lus, je les ai redonnés à sa propriétaire et qu'en plus de ça, j'ai fait une lecture assez longue mais que j'ai finalement abandonnée. Donc un peu particulier puisque du coup j'ai lu 3 mangas et un roman et l'autre du coup que je laisse de côté pour le moment, donc je vais vous expliquer tout ça. Le premier livre que j'ai lu, c'est Le silence des vaincus de Pat Barker aux éditions Charleston, qui fait partie de leur rentrée littéraire et dont la sortie est annoncée le 25 août. Alors je sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo sera postée, mais voilà, au moins vous êtes prévenus. Ce livre, ça a été un gros coup de cœur. Moi, j'aime beaucoup les romans historiques, mais généralement, il n'y a pas grand choix en fait dans la littérature pour les romans historiques, et c'est souvent soit 19e, soit dans un contexte de guerre. Ici, on va suivre Briseis, qui était la femme de Myrne, je crois, le roi de Lycernos, je crois encore, pendant la guerre de Troie. Donc cette histoire se passe pendant la guerre de Troie. Je suis désolée si j'écorche des noms de personnages parce que bah voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais on va suivre Briseis, qui est donc la reine de cette ville, qui est en proie à une attaque par la conquête d'Achille, donc par les Grecs, qui du coup vont annexer des territoires. Ce qui se passe, c'est que toutes les femmes sont réunies dans une tour et elles voient petit à petit tous les hommes de la ville se faire massacrer. C'était vraiment un massacre. La ville, le sol était couvert de sang et tous les hommes étaient tués. Même les femmes enceintes, elles étaient poignardées dans le ventre parce que potentiellement elles abritaient un guerrier. Et donc, quid de ces femmes une fois que tous les hommes ont été tués? Qu'est-ce qu'il advienne d'elles? Et il faut savoir qu'en fait les femmes étaient attribuées en tant que trophée aux hommes. Donc Briseis, qui était reine, devient l'esclave un peu sexuelle, on va dire, d'Achille, et va devoir partager le lit de celui qui a tué son mari, ses 2 frères, et qui a voilà, le sang de plusieurs dizaines d'hommes sur les mains. Je pense qu'on peut presque dire que c'est tout. Ça va être voilà, une réécriture de la guerre de Troie, pas vraiment une réécriture parce que de ce que j'ai compris c'est vraiment ces faits qui se sont passés, mais en tout cas avec l'imagination du point de vue de Briseis, de cette femme absolument forte qui a eu un destin incroyable et qui s'est vue attribuée à Achille et du statut de reine est devenue tout simplement esclave. Et en fait c'est tout son cheminement, c'est son regard sur cette guerre, c'est son regard sur sa condition de femme et ce qu'il advient de toutes ces femmes en fait qui sont attribuées comme trophées. Et c'est des histoires de guerre, donc on suit la guerre de Troie, on suit le destin d'Achille, qui était un destin quand même un peu particulier, et on suit également la personnalité d'Achille puisqu'il était demi-dieu, et on sent qu'il y avait un gros problème de type quand même avec sa mère qui était déesse de la mer, et c'était très particulier. Il faut pas s'attendre à avoir du bon sentiment dedans, il faut pas s'attendre à ce que l'histoire reprenne un tournant plus positif, qu'il aille caresser l'avenir de Briseis. Pas du tout. On aurait pu imaginer au fil de la lecture qu'il y ait quelque chose entre Achille et Briseis, mais ça va pas plus loin. Et j'ai trouvé que c'était très intelligent de le faire en fait, parce que ça pouvait pas correspondre en fait. Et ça parle de toute cette dualité en fait qu'elle finissait par éprouver, parce qu'en fait les esclaves finissaient par avoir envie d'épouser un grec pour améliorer leur situation, sauf que épouser un grec c'est épouser l'homme qui a tué les siens, donc c'était une approche très compliquée, très intelligente. Moi, j'ai adoré qu'on redonne la voix à toutes ces femmes qui sont les grandes absentes des livres d'histoire. C'est vrai, qu'est-ce qu'il advenait en fait de toutes ces femmes une fois que les villages étaient pillés, que les hommes étaient massacrés et qu'elles restaient là, et que les hommes, les vainqueurs se partageaient vulgairement les femmes en essayant... Enfin voilà, c'était vraiment du bétail, hein. Les femmes, elles étaient tripotées pour attribuer, je sais pas, le plus vigoureux, le plus
plus courageux des soldats et il allait avoir celle qui avait les plus gros seins, quoi. En gros, c'était un peu réducteur comme ça. Mais c'était hyper intéressant parce que je le savais pas. Voilà, je le savais pas. J'ai adoré me plonger dans cette histoire. J'ai adoré cette époque qui changeait de mes lectures habituelles. J'ai adoré la pesanteur. J'ai adoré la rudesse de l'écriture, mais qui est quand même très souple, hein, très fluide. Mais en tout cas, le choix des mots qui est très adroit, même si ça peut être difficile. Enfin, j'ai vraiment adoré ma lecture, ça m'a changé, ça pousse à réfléchir, ça pousse à se poser les bonnes questions et également à se questionner sur les livres d'histoire, tout simplement, est-ce qu'on enseigne aux enfants et tout ça. Enfin, moi j'ai vraiment trouvé que c'était une lecture nécessaire et je pense que il faut lire ce livre à notre époque, il faut s'instruire sur tout ça. Il faut pas seulement réfléchir à notre condition actuellement au 21e siècle et faire bouger les choses pour la cause féminine, mais il faut aussi re-raconter l'histoire comme elle aurait dû être racontée en ne mettant pas seulement l'accent sur les guerriers, mais aussi sur les femmes qui ont toujours existé mais qui sont toujours absentes. Donc très intéressant, très instructif, période historique géniale, voilà, je peux que vous le recommander, ça a été un gros coup de cœur, j'avais du mal à le lâcher, donc vraiment génial. Ensuite j'ai lu les tomes 2, 3 et 4 de The Promised Neverland que je n'ai pas puisque je les ai rendus à ma copine Anaïs et j'ai pas la possibilité sur mon logiciel de vous mettre genre la petite photo ici. Alors je vais peut-être intercaler une photo, le montage comme on peut, mais voilà, j'ai enchaîné ces tomes. En fait elle m'avait prêté le tome 1 en me disant bah voilà tu verras si t'aimes bien. J'ai adoré ce premier tome et j'ai trouvé que c'était tout ce que j'aimais en fait dans l'univers. Je le dis souvent, je suis un enfant Tim Burton, j'ai grandi avec ça, j'ai toujours adoré ça. Quand j'étais petite, mon film préféré, même quand j'étais enfant, c'était L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'aime bien ces ambiances un petit peu sinistres, un petit peu glauques, un petit peu sombres, avec des créatures, avec tous ces trucs là, j'adore. Et donc moi je savais pas du tout de quoi parlait The Promised Neverland et j'ai testé comme ça et j'ai adoré. Donc quand on s'est revu quelques jours après, je me dis mais donne-moi tous les tomes là. Donc elle avait le 2, le 3 et le 4 et franchement c'est génial. Donc pour vous recontextualiser tout ça, on suit Norman, Emma et Ray qui sont des enfants dans Gracefield House, je crois, et ils se rendent compte en fait que lorsque les enfants partent de cet orphelinat, ils ne sont pas adoptés par une famille, mais livrés à des créatures démoniaques qui vont être dévorées et que leur mère aimante qui s'occupe d'eux depuis des années et qui est censée être leur substitut de maman est en fait la directrice de cet élevage comme ils appellent. Donc ils vont essayer de créer un plan d'évasion pour sortir de l'orphelinat. Mais qu'est-ce qu'il y a dehors? Enfin, ils savent même pas s'il y a encore des hommes, qui sont ces créatures démoniaques. Enfin, c'est génial parce que c'est des enfants qui ont quand même des capacités un peu particulières et qui sont très adroits et très fins, qui vont essayer de faire un plan d'évasion. Il y a plein de complots, d'alliance sur alliance sur alliance, d'indices qui sont peut-être pas des indices. C'est passionnant, c'est à la fois un roman d'aventure, un roman d'enquête, d'indices, un roman glauque, sinistre, enfin c'est génial. Donc clairement quand je les avais en fait dans ma palle, ils étaient juste ici et j'avais juste envie de les dévorer tellement c'était génial. Donc je peux que vous conseiller ça parce que j'ai adoré et là j'ai juste envie en fait, j'attends d'être en septembre et d'avoir un salaire puisque voilà je suis étudiante et j'aurai une petite gratification vu que je passe en stage et j'ai juste hâte en fait de me trouver sur le Bon Coin un lot complet de ce qui est sorti et de tous me les enchaîner en un week-end parce que je suis fan. C'est franchement génial et ça mérite le succès et la notoriété en fait que ce manga a. Après ce gros pic d'enthousiasme, on passe sur l'abandon de la semaine et j'ai donc lu Jonathan Strange et Mr. Norrell de Susanna Clarke aux éditions Robert Laffont. Enfin, je les ai pas lus, j'ai lu 200 pages et j'ai décidé d'abandonner ma lecture et je vais vous expliquer pourquoi. Ce roman, il m'intrigue depuis un petit moment, je l'avais déjà vu, j'avais déjà vu qu'il y avait une série je crois qui était sortie, le nom m'intriguait et puis un jour j'avais regardé la 4e de couverture et j'avais cru comprendre que la magie avait disparu de l'Angleterre, qu'elle allait revenir et que les magiciens, cette espèce de magie sombre dans l'Angleterre du 19e siècle allait pouvoir servir à la guerre avec la France. Et je m'étais dit mais trop bien, contexte militaire, raconter l'histoire en faisant un petit twist
twist de magie un peu sombre. Ça avait l'air super cool et voilà, il me restait plus beaucoup de temps de vacances, donc je me suis dit bah ok, au pire, je me prends une grosse lecture, je vais lire que ça, mais si je lis pas une grosse brique de 900 pages pendant ma semaine de vacances, je suis pas certaine que je vais réussir à le faire pendant l'année, donc du coup je me suis dit bon allez vas-y, on va lire ça. Sauf que bah, là j'ai lu 200 pages. Donc il faut savoir que c'est assez aéré mais qu'il y a beaucoup. En fait les pages sont très grandes. Je sais pas si vous voyez, rien que par rapport aux Charleston qui sont déjà gros, c'est encore plus gros. Et c'est blindé. En fait les pages vraiment sont blindées et c'est lent. C'est lent et en fait... J'avais pas forcément envie à chaque fois de poursuivre. C'est intéressant, on est en train de poser le cadre, c'est un roman de 900 pages, je sais qu'il y a des éléments à poser, je sais qu'en plus de ça, c'est un style un peu victorien dans l'écriture, donc c'est assez lent également, parce qu'on a des descriptions, parce qu'on a des tournures de phrases, où on n'est pas du tout dans un roman avec beaucoup de dialogue, où ça s'enchaîne très très vite. Je connaissais mon postulat de départ, mais c'est juste que ça va trop lentement pour moi pour le moment, qu'il y a des fois où... Bah voilà, je suis à 200 pages et j'ai du mal à rentrer dedans, même si je vois le potentiel du roman. Et qu'en plus de ça, eh bien, j'étais arrivée à une forme de lassitude où j'oubliais presque le paragraphe que je venais de lire. Donc je me suis rendue à l'évidence que c'était pas une lecture pour le moment, que je lirais quand même et que je reprendrai. Mais voilà, là j'ai une semaine de vacances, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai des petits mangas disponibles, j'ai des petites BD par là, j'ai un roman un peu plus court, j'ai un Gardien des cités perdues, donc je me suis dit la lecture ne doit pas être source de frustration. Et si j'ai du mal à me lancer dans cette lecture et que ça ne me fait pas plaisir pour le moment, eh bien je vais la reposer, je vais lire autre chose et je le reprendrai plus tard parce que je pense que oui c'est un roman qui a beaucoup de choses pour me plaire mais là c'était pas le moment donc voilà, c'est pas forcément une déception, c'est juste que c'était pas le moment ou peut-être pas le format non plus, donc je l'ai mis en pause et puis peut-être que je vous en reparlerai à un autre moment dans l'année. J'ai failli l'oublier puisque je l'ai prêté à ma copine Anaïs, mais j'avais pensé à garder la jaquette. Donc j'ai lu le tome 3 de La Petite Faiseuse de Livres, je crois, aux éditions Ototo, et c'est par Miya Kazuki au scénario et des dessins Suzuka. J'ai donc lu en fait tous les tomes qui sont sortis pour le moment, et ce troisième tome, et bah on avance un peu plus dans l'histoire. Voilà, donc je rappelle, hein, c'est Maïn qui est une petite fille dans laquelle se cache en fait une jeune femme qui était qui adorait les livres et qui est décédée en fait sous une pile de livres et qui se réincarne dans cette petite fille dans un monde fantastique où les livres n'existent pas. Il y en a un dans le monde, on va dire, et c'est pour une extrême noblesse. La plupart sont illettrés et en fait elle peut pas vivre sans livres, donc cette petite fille elle va essayer de trouver par toutes les manières qui existent de créer des livres, ou en tout cas de ramener l'écriture, d'avoir tout ça. Donc on suit en fait ces difficultés, puisqu'en plus de ça elle souffre d'une maladie un peu bizarre avec des fièvres un peu foudroyantes, tout ça. Et là dans ce troisième tome on va déjà un petit peu plus comprendre, puisque comment ça se fait qu'elle se soit réincarnée dans cette petite fille, qu'elle ait cette maladie un peu particulière, est-ce qu'il y a de la magie dans cet univers? Enfin, j'ai beaucoup aimé ce troisième tome que j'ai trouvé voilà, qui rentrait un petit peu plus en détail. Je pense qu'il était temps de pas essentiellement faire un tome sur une technique de papier qui était intéressante, hein, parce qu'on a vu le papyrus, on a vu les tablettes d'argile, etc. Mais là, du coup, on va sur un petit peu l'intrigue de fond, et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome 3, et Sandra de la Chambre littéraire, je pense que du coup tu vas être contente de voir mon avis si tu regardes cette vidéo. Mais effectivement, j'ai trouvé que rentrer dans le vif du sujet, que c'était le bon moment pour mettre un autre rythme, pour réintégrer l'intrigue de fond, pour parler de magie, pour parler de Maïn, et pour aller un petit peu plus loin que cette approche thématique de chaque technique. Donc j'ai beaucoup aimé ce manga, vraiment hyper chaleureux, hyper doudou. Moi c'est vraiment... J'adore. En fait, c'est un petit peu celui-là qui m'a donné envie de lire des mangas. C'est un peu bizarre, mais je trouvais que la couverture, elle était tellement mignonne. Et je suis contente de m'être laissée tenter parce que c'est vraiment choupinou et c'est agréable. C'est vraiment de la lecture doudou du dimanche. Moi, souvent, je lisais le dimanche. Donc voilà, super lecture, et j'ai hâte de lire la suite.
Voilà, c'est tout pour mes lectures de la semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu des romans ou si certains vous intéressent. Comme ça, on discute et puis et ben, on peut s'échanger nos anecdotes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à très vite et je vous souhaite de très bonnes lectures.